Première question, Gilles Kepel. Comment est-on passé du désir d'égalité civique et d'intégration qui caractérisait la fameuse marche des beurs de 1983 à la radicalisation religieuse qui débouche aujourd'hui, et je vous cite, page 222 de La Terreur dans l'Hexagone, sur un besoin de se dissocier de la France et de la quitter. Comment est-on passé en si peu d'années de la marche des beurs à cette sécession de certaines banlieues? Alors, c'est une génération, déjà. 1983, 2005, ça fait une génération. Et c'est vrai qu'il y a eu un mouvement très curieux qui était l'aspiration à l'intégration. Et aujourd'hui, il ne faut pas généraliser du tout, mais en tout cas, dans la mouvance salafiste, l'aspiration à la désintégration. C'est-à-dire le refus d'être français et la volonté de rompre en valeur avec tout ce qu'on surcharge de l'identité française. Les salafistes souhaitent, leur doctrine en arabe s'appelle, je dis ça pour Tahar Ben Jelloun ici présent, qui va me corriger si je me trompe, el-wala ou el-bara'a, c'est-à-dire l'allégeance aux oulémas les plus rigoristes, généralement à travers les fatwas qui viennent d'Arabie Saoudite, Wal-bara, c'est-à-dire la dissociation, se désavouer d'avec la démocratie, l'égalité homme-femme, la laïcité, bien sûr, Oresco référence, etc. Et c'est un phénomène qui, bien sûr, n'est pas universel, parce que le moment où ça bascule, c'est l'année 2005. 2005, il se passe deux choses. D'une part, un ingénieur syrien formé en France, qui prouve que nous formons toujours les élites du monde entier, qui s'appelle Abou Mus'ab al-Souri, met en ligne en janvier un volume, beaucoup de textes, 1600 pages de textes en arabe, qui s'appelle en français « Appel à la résistance islamique mondiale » et qui cible l'Europe, ventre mou de l'Occident, comme objet prioritaire du djihad et qui veut mobiliser des jeunes musulmans européens enfants d'immigrés ou convertis, pour commettre les attentats qui se dérouleront 10 ans plus tard. Mais 2005, c'est aussi, à la fin de l'année, les grandes émeutes des banlieues. Alors, il n'y a pas de lien direct de cause à effet, contrairement à ce que on pouvait lire à l'époque dans la prose néoconservatrice américaine ou autre, mais ces grandes émeutes, justement, elles sont directement le retour du refoulé, si je puis dire, de 1983. Les beurs, entre guillemets, de la marche des beurs, qu'on appelle aujourd'hui la marche pour l'égalité et contre le racisme, je comprends qu'on veuille changer le nom, mais de marche des beurs, il n'y en a eu qu'une. De marche, je sais qu'il faut que je sois bref. Non, près du micro. Pardon, je comprends tout. Donc, en fait, c'était une demande d'intégration politique de la part des marcheurs. Or, François Mitterrand et son gouvernement les ont baladés, si je puis dire, et ont fait saillir ce phénomène en faisant un objet de cristallisation des divisions à l'intérieur de la droite. Le Front National est monté à ce moment-là très fort. C'était la proportionnelle aux élections de 1986. Et tout ça a permis, sur leur dos, d'une certaine mesure, la réélection de Mitterrand en 1988. Et il y a eu une sorte de désespérance dans cette jeunesse issue de l'immigration, avec des conduites à la fois d'escapisme, de toxicomanie et autres. Et puis, en l'absence du rôle politique qu'ils demandaient, qui n'aura pas été donné par les élites françaises, qui n'auront pas fait de place, les mouvements religieux ont commencé à mordre sur ce terrain, petit à petit, et c'est un processus qui a abouti jusqu'à ce qui s'est passé là. Et 2005, donc, on a cette simultanéité des deux phénomènes. D'une part, l'idéologie djihadiste internationale qui cible l'Europe, dans le texte de Souris, et d'autre part, ce mouvement d'irruption par la violence d'une ethnogénération sur la scène politique, qui d'une part se traduit par l'entrée effective en politique, des centaines de candidats aux élections, par exemple, législatives de 2012, ce que j'ai étudié dans Passion française, qui, eux, sont parfaitement dans une logique de valeurs républicaines, d'intégration, etc., avec toutes sortes de nuances. Ça va du reste du Front National au mouvement communautariste. Et puis, à l'autre bout,
dans cette espèce de désintégration qui se produit, l'émergence ou la structuration des groupes salafistes qui, eux, vont avoir explicitement un phénomène de rupture culturelle. Tous les salafistes ne sont pas des djihadistes, la plupart disent qu'ils ne sont pas violents, mais la base qui est fournie, c'est celle de la rupture culturelle totale, et sur cette rupture culturelle, le djihadisme, lui, va prospérer et va passer à l'acte. Justement, vous nous parliez de cet appel à la résistance mondiale de Abou Moussab al-Souri. Il écrit que l'Europe, vous le disiez, est le ventre mou de l'Occident. Est-ce parce que l'Europe de l'Ouest n'a pas connu de guerre depuis 70 ans, 3 générations, que les djihadistes considèrent que nous sommes incapables de nous défendre, parce que nous avons simplement perdu l'habitude de nous battre? En fait, ça vient de ce que, dans la genèse du djihadisme international, Souri, c'est la 3e phase. Pour les germanistes ici, c'est un peu l'Aufhebung, le dépassement de cette dialectique du djihadisme. La première phase, c'est l'Afghanistan jusqu'à l'Algérie, 79-97. C'est un djihadisme de proximité. On vise ce qu'on appelle en arabe al-adu al-qarib, c'est-à-dire l'ennemi proche. Ça marche en Afghanistan. L'armée rouge quitte Kaboul en 89, le 15 février, et c'est ça qui ouvrira la chute du mur de Berlin d'ailleurs. Ça ne coûte rien aux États-Unis, puisque nous avons des Américains qui ont organisé cette rencontre, parce qu'on n'envoie pas de boys du Kansas ou de l'Ohio, ça coûte rien au Trésor américain, mais comme je crois vous le diriez en anglais, le 11 septembre ensuite, your chicken came home to roost. Your halal chicken came home to roost. Parce que le 11 septembre, finalement, c'est cette boîte de Pandore ouverte par les États-Unis et l'Arabie Saoudite qui vont favoriser le djihad pour détruire l'Union soviétique, qui leur fait, comme on le dirait cette fois-ci en français, un retour de manivelle dans la figure. Mais c'est un échec finalement en Algérie, puisque, et c'est quelque chose d'intéressant à voir pour maintenant, parce qu'on a des choses qui se reproduisent, en 1997, le GIA algérien est complètement isolé après les grands massacres de Bentalha et de Raïs, et n'arrive plus à avoir les sympathies. Il perd sa capacité d'attraction parce qu'il tue tout le monde. Et c'est ça, il faut garder ça en tête quand on compare ce qui s'est passé en novembre et en mars à Paris et à Bruxelles, où tout le monde était tué de manière indiscriminée, contrairement à ce qui s'est passé en janvier, où il y a eu des ciblages très précis, des islamophobes, entre guillemets, des apostats, entre guillemets, et des juifs, sans guillemets. Et deuxième phase, Ben Laden dit on n'a pas réussi. On n'a pas réussi, c'est un échec. Ben Laden et Zawahiri. Ben Laden et Zawahiri, c'est un peu comme Dieudonné et Soral, si vous voulez, dans le rapport. Il y en a un qui est sur la tête de gondole et l'autre qui pense. Et, enfin, qui dit penser. Et donc, j'attends toujours, comme Égalité et Réconciliation passe son temps à me chier dessus, m'appelant le juif qui est belle. Du coup, j'attends leur réponse. Et donc, Keppel, qui pourtant n'est pas juif, le malheureux en plus. Et donc, c'est toujours le juif de quelqu'un, vous me direz. Bon. Et donc, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que l'économie politique du djihadisme, c'est quoi? C'est qu'il faut à la fois terroriser l'adversaire, le sidérer, le démoraliser, le détruire, le tuer, et en même temps recruter des sympathisants. Et si ça ne se produit pas en même temps, c'est un peu ce qu'on avait dans l'extrême gauche autrefois. Les brigades rouges voulaient forcer le prolétariat, ou la Rote Armee Fraktion, le prolétariat, le réveiller pour qu'il bascule. La mort de Hans-Martin Schleyer, c'était ça. Mais ça n'a pas marché. Bon, la comparaison ne doit pas aller tellement plus loin, mais ça n'a pas marché. Et là, l'idée, c'est comment faire pour que ça marche. Dans leur esprit, les masses musulmanes ne sont pas soulevées parce qu'elles ont eu peur, parce qu'il y avait l'Amérique qui soutenait les régimes apostats. Donc on va taper l'Amérique, et c'est le 11 septembre. Mais ça ne marche pas plus. Il n'y a pas de mobilisation. Ils essayent de transformer l'Irak en un nouveau Vietnam. Ils sont pris au piège du conflit chiite-sunnite, ils sont pris en otage, ça ne marche pas. Et c'est dans ce cadre-là que Souri, Abou Moussab al-Souri, donc, en janvier 2005, essaye de dépasser les deux, d'où la dialectique hegelienne du phénomène, si vous voulez, le dépassement, la contradiction, contradiction, négation, et la négation. cible, c'est l'Europe. Voilà, c'est ni proche, parce que quand les Arabes tuent les Arabes, tout le monde s'en fout, c'est ni lointain, trop lointain, parce que l'Amérique est trop puissante, et puis il n'y a pas de population
musulmane significative en proportion sur son territoire. Et ce sera l'Europe qui est à la fois proche et lointaine. Et il envisage, ce qui est assez impressionnant quand on revoit ce texte en rétrospective, d'une part, donc, il veut créer ce qu'il appelle un djihadisme réticulaire, en essaim ou en rhizome, si vous aimez Deleuze, ou en swarm, si vous préférez les startups de la Silicon Valley. Et c'est très impressionnant parce que ça fait plus de 10 ans que ça a été pensé. Et il y a une capacité d'anticipation extraordinaire. Et ça contredit la tactique de Ben Laden qui était Oui, au contraire pyramidale, Voilà. un peu sur le modèle léniniste du parti Oui, d'avant-garde. c'est Lénine contre Deleuze, si j'ose dire. Or, nos systèmes des d'information, nos systèmes de renseignement ont été basés en réalité sur la lutte contre Ben Laden, Oui. à savoir contre une structure unifiée, secrète. Qui ressemblait à des services de renseignement. Et là, on a beaucoup plus de mal, évidemment. Voilà. Et ça, c'est très frappant, et je crois que c'est un vrai problème, parce que la France, à l'époque, était le pays champion pour le renseignement de Kelkal à Mera, pas un attentat en France, en pleine période d'Al-Qaïda. Parce que les services français ont très vite compris le logiciel. Pendant que la guerre civile en Algérie, le djihad algérien débordait en France. Ils ont su comment intercepter, quelle mosquée aller, quelle communication, et tout le monde était arrêté avant de commettre les attentats. C'est très remarquable. Simplement, ils ont raté la rupture culturelle de 2005. Et ils n'ont pas compris, parce que pour eux, ces mouvements qui venaient du bas, c'est-à-dire des gens à qui on va dire de se mobiliser dans leur environnement immédiat, Mera tue les enfants de l'école Ozar Torah, c'est à 5 minutes de chez lui, si vous voulez. Et les flics ne prennent pas ça au sérieux. Et en fait, ils ratent quelque chose qui, bon, bien sûr, c'est facile de dire 10 ans après. Hein. Quand on a les mains dans le cambouis, c'est bien sûr plus difficile. Il ne s'agit pas de leur jeter la pierre. Mais en janvier, il y a l'appel à la résistance islamique mondiale. Et le 14 février 2005, il y a, bien sûr, la Saint-Valentin. C'est ce que me disent les étudiantes généralement à Sciences Po quand je pose la question en rougissant. Mais c'est le jour où, bon, Hariri est tué, mais ce n'est pas la bonne réponse, c'est le jour où YouTube dépose en Californie, au registre du commerce ou je ne sais où, la licence. Et, si vous voulez, les sites de partage vidéo vont fournir un extraordinaire moyen de diffusion latérale de ces mouvements, qui auparavant étaient pyramidaux. Et ça, c'est raté. Après YouTube, il y aura Facebook, WhatsApp, Twitter, etc. Puis vous avez l'incubateur carcéral, parce que les gens sont mis en prison et ils vont recruter. Jamel Beral, principal penseur d'Al-Qaïda, plus haut gradé français ou franco-algérien d'Al-Qaïda, est enfermé à Fleury-Mérogis, au 4e étage, chez les isolés. Et puis en 2005, on met au 3e un certain Chérif Kouachi, qu'on a empêché de partir en Irak, et un certain Hamedi Koulibaly, braqueur de Grigny. Et ils sont eux deux au 3e et lui au 4e. Il est isolé, mais il parle par la fenêtre et par les yo-yo. Alors je sais ça parce que j'ai fait des conférences dans cette cellule à Fleury-Mérogis. Certains de mes collègues souhaiteraient que je sois plus souvent en prison, même que je n'en sorte pas, mais j'en sors pour On parlera d'eux tout à l'heure. Voilà. Et donc, ça, c'est le deuxième facteur. Et le troisième, et là où le texte de Souris est très fort quand même, rétrospectivement, il dit, voilà, tout ça va se faire dans un aller-retour permanent entre des jeunes qui sont en Europe et des camps d'entraînement à proximité. À l'époque, on ne pense qu'à l'Afghanistan ou au Pakistan. C'est là que va Mera, d'ailleurs. Mais avec l'échec des révolutions arabes, leur effondrement, on a la Syrie à 150 euros, hein, un aller simple pour Istanbul, et puis ensuite 20 euros à peu près pour le bus climatisé de la gare de Qasim Pacha jusqu'à Gaziantep, et un peu le reste pour le passeur. Ou bien la Libye, c'est un peu plus difficile d'accès, mais c'est beaucoup plus proche aujourd'hui pour revenir. Le Yémen, ça. Donc on a, d'une certaine manière, l'Europe qui est entrée dans une relation beaucoup plus complexe avec son voisinage sud. C'est dommage que M. Timmermans n'ait pas pu venir parce qu'il a toutes sortes de visions là-dessus. Et donc ça crée un espace nouveau. Alors, pour répondre finalement à votre question de façon plus précise, l'Europe est choisie, je ne sais pas si c'est parce qu'elle n'a pas connu la guerre, je crois que c'est à cause justement de sa proximité, du mixte culturel qu'elle représente,
et dont il veut tirer une conclusion qui lui soit favorable, c'est-à-dire le djihadisme, et également parce que tout ça se fait, en fait, notre relation avec l'Afrique du Nord et avec le Moyen-Orient est une relation de proximité immédiate, surtout dans un pays comme la France, qui est l'héritier de l'Empire. Et ça, c'est quelque chose qui est évidemment très fort, je terminerai là-dessus. Mera tue les enfants juifs de l'école Ozar Torah de Toulouse et leurs professeurs le 19 mars 2012, c'est-à-dire 50 ans, jour pour jour, après la mise en œuvre du cessez-le-feu de la guerre d'Algérie. Je ne suis pas sûr que lui-même le savait vraiment, qu'il n'était pas en histoire, mais la symbolique est très très forte. Et c'est le carburant. Il était dans une famille qui haïssait la France, son frère l'a expliqué, qui a écrit un livre là-dessus. Et c'est un carburant très fort, si vous voulez, le retour du refoulé, ce que j'appelle le ressac rétrocolonial dans le livre. Vous avez en même temps les municipalités Front National, à Béziers et à Beaucaire par exemple, qui débaptisent les rues du 19 mars 62 parce que ça représente pour eux un signe de honte nationale. Et il y a à peu près 5000 odonymes, noms de rues, parce que en gros pour le contingent, si vous me passez l'express pardon my French, c'est la quille bordel, c'est-à-dire les gens rentrent, ils cessent notre guerre. Mais c'est perçu par le front comme un lâche soulagement. Et alors, François Hollande a essayé, sur, je suppose, les conseils de son ami Benjamin Stora, de commémorer le 19 mars, il y a 15 jours, pour dire on met les choses à plat, c'est plus de la mémoire, c'est de l'histoire, maintenant on vit ensemble. Et comme vous le savez, là encore, il y a eu une interférence du djihadisme, puisque Salah Abdeslam a été arrêté à Bruxelles la veille, et donc tout ce qu'il y a le 18 mars, et tout ce que Hollande avait prévu comme discours, tout ce que Sarkozy et la famille Le Pen avaient prévu comme contre-discours, a fait, si j'ose dire, pchit, parce que c'est l'actualité djihadiste qui s'est surimposée sur celle-ci. Vous voyez ? Et donc on est dans un moment où l'histoire contemporaine et l'histoire plus ancienne se télescopent, sans doute sans qu'on ait su vraiment les faire, parce que nous sommes dans l'amnésie de la période coloniale, et c'est pour ça qu'on a construit l'Europe aussi, pour ça qu'au moment où De Gaulle et Adenauer réconcilient l'Allemagne et la France, au fond, c'est le moment où la France se sépare de l'Algérie et de l'Empire. Et du coup, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas insisté. Et je pense qu'il y a ce retour du refoulé colonial aujourd'hui qui joue un rôle très important qu'on n'a pas su véritablement traiter ici et qui est utilisé par les élites des pays d'Afrique du Nord, bien sûr, au pouvoir comme une légitimité politique forte. Tout à l'heure, vous nous parliez des rencontres en prison entre des djihadistes de première, deuxième, surtout deuxième et troisième génération. Comment expliquez-vous la porosité qui existe entre le milieu du grand banditisme, celui des trafics, et celui du djihadisme? A priori, pour quelqu'un qui est doté d'un simple bon sens, la consommation de drogue et sa vente ne prédisposent pas spécialement ni à la piété, ni à la stricte observance de lois religieuses qui sont extrêmement strictes. Alors comment transforme-t-on ainsi des délinquants en des combattants du djihad? Alors, effectivement, là, on a une sorte de type idéal ou de paradigme qui est celui de Molenbeek, où je suis allé plusieurs fois, où j'ai d'ailleurs lancé ce livre en Belgique depuis le foyer social de Molenbeek. Et c'est frappant parce que à Molenbeek, on a l'une des capitales du trafic de hashish, de kif venant du Rif marocain, en l'occurrence en Europe. C'est le même cas pour Sevran, par exemple, hein, en Seine-Saint-Denis, mais qui ont un aboutissement des go fast qui viennent du Maroc, du nord du Maroc. Mais contrairement à Sevran, où les départs au djihad sont très récents, même s'ils ont suscité pas mal d'inquiétudes, Molenbeek a depuis très longtemps construit dans un monde de dissidence qui était aussi le monde des rifins. Rifins qui se sont fait taper dessus par les Espagnols, par les Français, par l'armée de Hassan II, donc qui ont toujours vécu d'une certaine façon en vase clos et en défiance par rapport au pouvoir, et qui finalement, à Molenbeek, se sont construits un monde rifin, une sorte de république autonome du Rif. La république d'Abdelkrim de 1924, finalement, c'est à Molenbeek qu'elle a été construite, paradoxalement. Et donc,
ils ont très tôt été présents dans le djihadisme parce que le trafic de chiites demande d'avoir des armes pour protéger le trafic, et les armes sont aussi accessibles pour les djihadistes en demande. Dès 2001, les assassins du commandant Massoud en Afghanistan sont 2 Tunisiens de Molenbeek. La veuve de l'un des autres est aussi là. C'est par Molenbeek que passe Mehdi Nemmouche, sortant de prison, puis revenant après et probablement allant tuer les gens au musée juif de Bruxelles. C'est de là que vient le mitrailleur raté du Thalys, Ayoub El-Khazani, marocain également, etc. Et donc, je pense que c'est cette porosité dans un monde d'enclaves opposées. Que l'enclave soit sur une base religieuse ou criminelle. Alors, quel est le rapport entre l'un et l'autre? C'est en fait un certain nombre d'hommes politiques, il faut bien le dire, en France particulièrement, ont vu dans les salafistes l'occasion d'améliorer la paix sociale. Et dans certaines enclaves que j'ai visitées pour ce livre, c'est tout à fait le cas, les maires passent des deals, ou les candidats, des deals plus ou moins explicites avec des groupes religieux à qui, d'une certaine façon, ils afferment la gestion de la paix sociale. Ce sont des populations qu'ils considèrent comme rétives à l'action des pouvoirs publics, et disons, on va favoriser tel responsable religieux, se débrouiller pour qu'il y ait, par exemple, un bail amphithéotique pour une grande mosquée, un terrain disponible, parce qu'ils considèrent que la religion stabilise les individus, évite les conduites délinquantes, le trafic, la prostitution, etc. Ça n'est pas toujours vrai, parce que, d'abord, peut-être pas parmi les salafistes purs et durs, mais parmi la mouvance qui gravite autour, on peut considérer finalement que ce qu'on appelle dans l'islam la taqiyya, c'est-à-dire la dissimulation, est quelque chose qui est de bonne guerre contre l'ennemi. Par exemple, Koulibaly et son épouse par la charia, Hayat Boumedienne, ont diffusé sur le web des photos où elle était en bikini dans ses bras lors de voyages payés par les ascédiques sans doute, ou dans un, je ne sais pas quel hôtel, je ne sais plus, au Thaïlande ou ailleurs. Mais en même temps, on la voyait en burqa avec une arbalète, telle une héroïne de manga du djihad, taper dans des cibles imaginaires à Murat au Cantal, où ils allaient rejoindre Jamel Beral, qui était en résidence surveillée. Et c'est un élément de possibilité, c'est-à-dire qu'il y a les salafistes purs et durs, et puis il y a tous ceux qui sont dans la mouvance, tout en se permettant encore des relations complexes avec l'autre monde. Et à Molenbeek, ça c'est très frappant. Salah Abdeslam a été visiblement planqué par le milieu. Et là, on touche aussi. Oui, c'est ça, oui, oui. Sans doute pas, non, on a l'impression. Mais en même temps, enfin, pour l'instant, ça, on n'a pas encore tout. Hein. L'enquête n'est pas. Ce sont les hypothèses les plus fiables, mais bon, peut-être qu'elles seront démenties, je ne sais pas. Et ce qui est frappant, c'est que quand on regarde ce qui s'est passé à Paris en novembre et à Molenbeek, au fond, par rapport à janvier, donc on a ciblé précisément des islamophobes, entre guillemets, le dessinateur de Charlie, le malheureux policier Ahmed Mrabet, apostat, et des juifs. Mrabet, c'est intéressant parce que dans la djihadosphère, donc il est dénoncé comme un traître, on s'en réjouit de son exécution, etc. Dans son quartier, je connais un peu parce que j'ai beaucoup travaillé à Clichy-Montfermeil pendant 1 an pour mon livre Banlieue de la République, 5 ans après les émeutes, parce qu'elles ont commencé là. Mrabet était perçu comme quelqu'un de formidable, un type pieux, très apprécié, et qui, parce qu'il avait un salaire dans la police,
était sorti de la précarité, avait déménagé à Livry-Gargan, qui est la commune un peu mieux au-dessus, etc. Et cette histoire d'apostat n'est pas du tout passée dans les rangs clichois, y compris dans la mouvance proche des islamistes à Clichy. Et au contraire, les réseaux sociaux à Clichy ont fait de Melabet une victime du Mossad, puisque vous avez, si vous voulez, cette porosité entre la mouvance complotiste, Sorallo, machin chose, et puis un certain nombre de vecteurs de djihadisme. Par exemple, la vidéo de recrutement djihadiste qui a longtemps été la plus importante, maintenant elle est moins centrale, qui s'appelle 19HH, l'histoire de l'humanité, qui a été mise en ligne et fabriquée par un djihadiste sénégalo-niçois, Omar Homsen, mort au djihad en Syrie l'été dernier, présente une vision de l'humanité depuis les origines qui est complètement congruente avec la vision complotiste et conspirationniste que vous pouvez trouver sur Égalité et Réconciliation. Vous voyez, et donc là, partout, on a toujours le Mossad qui intervient. Et donc, paradoxalement, le malheureux, tué par des djihadistes, va tuer le Mossad. Même chose avec avec le 13 novembre, justement. Là, il y a quelque chose qui dérape parce qu'il tue tout le monde. Toute la jeunesse, quelles que soient ses composantes, tout près d'ici, bon, et dans des arrondissements mixtes. Et là, aussi là encore en prison, dans les entretiens que mes étudiants et moi avons fait encore tout récemment, on nous explique, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de 13 novembre En prison, à 7 heures, la lumière s'éteint, tout le monde est sur BFM, et on apprend qu'il y a des gens qui veulent se faire exploser au Stade de France. Le Stade de France, c'est comme les prisons, c'est-à-dire c'est un endroit très populaire, et donc la plupart des gens qui sont là, un grand nombre d'entre eux sont originaires de l'immigration. Et puis le Stade de France est à Saint-Denis, comme chacun sait. Et les gars me disent, il y a mon frère au Stade de France, il y a mon cousin, et c'est des barjots qui font ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et ensuite, il y a toute une rumeur qui se répand, ça y est, c'est le Mossad qui est venu pour tuer les musulmans. C'est la solution finale parce que des musulmans en France. Et dans certaines prisons, on a même expliqué que les prisonniers commencent à mettre ce qu'ils peuvent, des matelas contre les portes, convaincus que le Mossad va venir ouvrir les portes et mitrailler les musulmans, pour les tuer, pour les détruire. Et le lendemain matin, évidemment, on se rend compte que ce n'est pas tout à fait ça, mais ça vous donne une idée quand même de l'image qu'ont les Abaoud et compagnie. C'est-à-dire, ils ont du mal à passer pour des héros positifs. Et autant il y a eu des I like Mera par milliers, autant il y a eu des je suis Koulibaly, je suis Charlie Koulibaly, je suis, etc., Charlie Martel. Autant là, l'image des gars du 13 novembre n'est pas terrible. Les vidéos qu'ils publient par la suite sont des vidéos à la fois de délire, de violence. On les voit massacrer des gens avant, par exemple, pour créer un inéluctable. Par exemple, Bilal Hadfi, qui est ce gars qui a un visage d'ange qu'on voyait sur sa page Facebook siroter un cocktail en bikini quelques mois avant, est filmé en Syrie en train d'égorger de ses mains nues. C'est parmi les vidéos les plus horribles que j'ai vues. Un pauvre gars en combinaison orange qu'ils ont fait prisonnier. Et il y a écrit en arabe et en français sur l'écran apostat mortad en arabe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est même pas un alawite qui aurait été un infidèle, ni un otage étranger, c'est un autre musulman sunnite, mais qui appartient à Jabhat al-Nusra ou à l'armée. Un autre. Et l'idée, c'est que pour eux, sur le recrutement, les musulmans qui voient ça s'identifient à lui, l'exécuteur, aux mains dégoulinantes de sang. Mais il ne s'identifie pas du tout à lui, il s'identifie à la victime, justement. Et là, on voit bien comment l'hyperviolence a dérapé dans un bug de communication. Et pareil, si mon analyse est exacte, le 22 mars en est l'exact prolongement. Daesh publicise ses soldats du califat en martyrs, en héros, etc. Mais Salah Abdeslam, c'est une catastrophe de ce point de vue-là en termes de communication. Il a déserté, il est allé se réfugier dans les jupes de sa mère, si j'ose dire, à Molenbeek. Mera s'est fait tirer dessus, alors il est magnifié, il a résisté au GIGN. Là,
Au contraire, c'est un lâche, il fuit, on lui tire dessus et il dit qu'il va se mettre à table maintenant. Donc pour Daesh, c'est une catastrophe en termes de communication. Et le passage à l'acte ensuite, si les éléments qu'on a, le testament de Bakraoui et le reste est avéré, ça ressemble davantage à un suicide en entraînant le plus de gens possible qu'à une opération mûrement pensée comme l'avait été le 11 septembre. On a des gens vraiment formés. Le swarm en question, l'essaim si vous voulez, on fait de l'essaim dans la Silicon Valley parce que ce sont des nerds qui peuvent participer à la définition de l'objectif. Là, les exécutants, à qui est laissée une assez large marge d'appréciation, ne sont pas des gens qui sont au niveau. Et la formation qu'il y a chez Daesh, ce n'est pas la même chose qu'à l'époque d'Al-Qaïda. Je ne dis pas qu'il n'y aura plus d'attentats pour ça, mais à mon sens, l'analyse du phénomène, l'explication, comme ne dirait peut-être pas celui qui conclura ce soir ses propos, ce colloque est utile parce qu'elle permet de comprendre qu'il y a une rationalité chez l'adversaire ou dans l'objet, et que celle-ci n'est pas sans faille. Je voudrais revenir précisément sur cette notion d'explication, parce qu'on sait qu'il y a eu une polémique lancée par le Premier ministre Manuel Valls, qui disait qu'à force de vouloir expliquer, comprendre, on finissait par excuser. Et une querelle politique vous oppose, une querelle politique et théorique à la fois, vous oppose Gilles Kepel, qui a des implications donc évidentes, à des spécialistes de sciences sociales. Je pense en particulier à Olivier Roy et à Raphaël Yogier. Pour ces derniers, les auteurs des attentats terroristes de Paris comme de Bruxelles sont des individus qui se seraient radicalisés. En gros, pour résumer leur pensée, je ne sais pas si je la trahis, l'islam ne leur aurait servi que de prétexte. Vous êtes en désaccord très profond avec cette théorie, vous l'avez fait savoir dans des articles. Pourquoi ? Oui, plutôt cognitif, le désaccord politique, ça c'est autre chose. Mais ça a des conséquences politiques très claires. Oui, bien sûr. Mais si on comprend et qu'on excuse... Ça c'est différent. Là, je pense que la sortie de Manuel Valls, moi je l'ai interprété surtout comme une réponse à Emmanuel Macron qui avait dit à ce moment-là, il y a un terreau. Moi je crois qu'il y a un terreau, effectivement, et qu'il y a des failles. Là, vous m'avez demandé de parler de l'objet, j'analyse l'objet, mais cet objet fonctionne, et il fonctionne en France, parce que la société française a des failles bien précises. Tout à l'heure, on a parlé de la situation du ressac rétro-colonial. On a un carburant, on est le pays où il y a le plus de djihadistes quand même. On est pour une fois qu'on exporte quelque chose. Et il y a quand même, là, c'est une vraie question. Donc pourquoi ? Donc il y a la question rétro-coloniale, je crois, qui est très importante pour nous. Il y a le fait que c'est un djihad arabe, beaucoup plus qu'Al-Qaïda, qui était pas mal recentré sur l'Asie, le sous-continent indien, si vous voulez, l'Afghanistan, Pakistan. Et qu'en France, en Belgique, aux Pays-Bas et en Espagne, les populations immigrées sont des populations essentiellement d'origine arabe. Et c'est quelque chose qui leur parle davantage que les côtes turques ou aux Pakistanais. Et que par ailleurs, vous avez dans l'islamisme nord-africain une haine particulière pour la langue française, vecteur du voltairianisme, de la laïcité, etc. Ce qui n'est pas du tout le cas pour les Indo-Pakistanais ou les Arabes levantins, pour lesquels on peut aussi bien faire la prédication en anglais. De Coca-Cola à Allah, il n'y a aucun problème, si vous voulez. Alors que le français est haï spécifiquement. Ali Belhadj expliquait en 1990 que lui, son combat, c'était contre tous ceux de ses compatriotes qui avaient, je cite, tété le lait vénéneux de la France. C'est une belle formule. Et donc, pour l'autre aspect, qu'est-ce qui la différence avec Roy et consorts, c'est que pour eux, au fond, des brigades rouges aux brigades vertes, c'est, si j'ose parler en dialecte marocain, kiff-kiff. De la bande à Bader à la bande à Baoud, c'est pareil. Et que tout ça, au fond, c'est la radicalité. Elle est aujourd'hui peinturlurée en vert, hier elle était en rouge, elle peut être brune, et c'est du nihilisme. Alors, je ne nie pas, bien sûr, qu'il y ait des éléments de, si je puis me citer encore ce mot que j'ai mis en circulation ces derniers temps, de congruence, bien sûr. Et je cite dans le livre une lettre de Carlos qui m'écrit de sa prison de Poissy, pas qu'à moi, mais où il dit c'est formidable, les djihadistes sont en train de gagner la guerre psychologique contre l'Occident, celle-là même que moi je n'avais pas réussi véritablement à gagner. Et par ailleurs, je cite un texte qui a d'ailleurs été repris in extenso ensuite dans Dar el-Islam, la revue en ligne et en français de l'État islamique,
de cet écrivain qui s'appelle Marc-Édouard Nab, qui a été considéré comme un peu sulfureux pour son attitude, qui ne sont pas forcément judéophiles, disons, et qui, lui, se prend pour le Victor Hugo de la Grande Armée par rapport à Daesh. C'est formidable, des trucs délirants. Et on voit bien comment, de l'extrême droite ou de l'extrême gauche, vous avez des groupes qui vont se rejoindre, des convergences islamo-gauchistes ou islamo-fascistes, si vous voulez. Mais ça n'est pas, si vous voulez, quand on dit que tout est pareil, on ne comprend pas, on s'interdit de comprendre la rupture structurelle et structurante qu'introduit le salafisme. Ça, c'est très très important, si vous voulez. Si on ne comprend pas le salafisme, alors on fait toutes les bêtises des élus qui vont s'appuyer sur les salafs parce qu'ils pensent que ça permet de la paix sociale et que ça va les faire réélire à court terme. Et Molenbeek en est un exemple type. Hein. Ça s'est produit avec l'ancien bourgmestre. C'est très débattu en Belgique aujourd'hui. Donc il faut arriver à penser cette rupture. Et quand on dit que tout ça circule, il n'y a rien à voir, c'est l'islamisation de la radicalité, qu'est-ce qu'on fait aussi? On défend des positions de pouvoir, c'est-à-dire d'anciens gauchistes de mon âge, qui ont connu ça il y a une trentaine d'années, disent finalement c'est la même chose. C'est pas la peine d'aller s'emmerder à apprendre l'arabe, se faire chier à aller traîner à Clichy-Montfermeil, il vaut mieux rester chez soi. On protège sa position de pouvoir dans des instances universitaires, dans l'attribution des bourses, dans la répartition des crédits et dans l'influence auprès d'un certain nombre de nos dirigeants ignares, et que ce soit en France, dans l'Union européenne. Donc en ce sens, il y a là un combat épistémologique. Pour moi, ça, ce sont des prénotions au sens de Durkheim, c'est-à-dire ce qu'il appelait des concepts grossièrement formés qui ne viennent pas du tout du travail scientifique, mais qui sont simplement le produit de ce qu'il appelait l'opinion, on dirait aujourd'hui la doxa, si vous voulez, médiatico-politicienne, et qui ne nous éclairent pas du tout sur le phénomène, mais qui, au contraire, l'occulte ou l'obnubile, pour employer ce terme précisément. Comment expliquez-vous précisément un phénomène aussi paradoxal que ce qu'on appelle ici l'islamo-gauchisme, c'est-à-dire la congruence, pour reprendre un de vos mots préférés, entre des bigots fanatiques totalement arriérés, misogynes, tuant les homosexuels, et des gauchistes qui prônent, eux, au contraire, l'émancipation? Comment concevez-vous cet étrange rapprochement? Alors on en a eu un exemple dans la polémique autour des propos de Kamel Daoud. Sur l'Allemagne, où précisément des municipalités vertes en Allemagne qui étaient pour les droits des femmes, les droits des homosexuels, les droits des immigrés, etc., se sont trouvés dans cette espèce de contradiction terrible à devoir interdire les piscines aux migrants qui n'auraient pas passé un test de germanité, si j'ose dire. Alors Kamel Daoud explique, parce que ces gars-là entendent quand ils viennent du bled, où les prédicateurs salafistes leur expliquent à longueur de journée que toute femme qui n'est pas entièrement couverte est une salope, et qu'elle est bonne, et qu'on peut y aller, il n'y a même pas rien à demander. Et les gars arrivent dans des piscines, ils voient des filles en maillot de bain, et ils se jettent dessus. Donc. Et ça a donné des situations extrêmement compliquées, où ces Grünen ne savaient plus comment agir, si vous voulez, et ont été contraints de prendre parti. Il y a un débat en Allemagne extrêmement virulent là-dessus. Il y a eu la polémique lancée par les accusations d'un certain nombre de collègues de la mouvance islamo-gauchiste, justement, et de Post-Colonial Studies, dans le Monde et ailleurs, expliquant que Kamel Daoud était un mauvais sauvage et un vilain islamophobe. Bon, le gars a par ailleurs une fatwa sur la figure d'un imam qui a dit qu'il fallait lui couper la tête parce qu'il ne pensait pas bien. Je crois qu'il y a quand même une perte de sens des réalités dans ça. Mais ça vient aussi d'une sorte de haine commune de l'Occident, si vous voulez, et qui aboutit, alors effectivement, celui qui est Roy n'est pas complètement là-dedans, même s'il a soutenu les opposants à Kamel Daoud, mais effectivement, les Liogier, les Gesser sont totalement là. Ils considèrent aujourd'hui que le salafisme est le rempart de la civilisation face au djihadisme. Je pense en ce qui le concerne, il faut d'abord qu'il apprenne l'arabe, ce que je le dis quand on s'est disputé sur France Culture, et après on pourra parler.